Donc leur compréhension n'est pas analytique, elle est plus humaine. Au niveau analytique, ils se font embobiner par les différentes propagandes qu'ils reçoivent. Donc la télé russe, c'est beaucoup de propagande. La télé ukrainienne, c'était beaucoup de propagande. Et quand ils vont sur Internet voir des infos, tu auras la propagande européiste, tu auras la propagande américaine. Et au Ouais. milieu de tout ça, se faire une analyse crédible, et c'est compliqué, hein. Même moi, et puis je suis pas le seul Français à rien comprendre à ce qui se passe là-bas, pas rien du tout, tu vois. J'ai capté certains trucs, je pense, mais je maîtrise pas le sujet. J'ai essayé de suivre quelques conférences sur le conflit en Ukraine. Putain, c'est compliqué, quoi. Je trouve ça Ouais. super compliqué. Ce qui est sûr, ce que je peux en dire, c'est que de la part des Russes, de beaucoup de Russes, il y a une grande tristesse. Une tristesse de voir cette tension intercommunautaire. C'est-à-dire que quand Poutine il a récupéré de force la Crimée, c'est un acte qui est quand même très violent pour les peuples. Et ça crée des tensions entre Ukrainiens et Russes. Et ça attriste beaucoup de gens beaucoup de Russes qui ont des amis ukrainiens, ça les attriste d'avoir des tensions dans cette amitié qui, personne ne souhaitait ça. Ils en Ouais. voulaient. C'est comme si demain, tu vois, on allait faire une crasse à la Belgique. Moi, j'ai plein de potes en Belgique. Je serais dégoûté que notre gouvernement, il aille foutre la merde en Belgique. Et Ouais. donc, il y a cette tristesse, il y a ce conflit entre les peuples. Et il y a le même conflit que, imaginons qu'en France, c'était un vrai conflit entre chrétiens et musulmans. Le truc qui essaye d'esquiver égalité réconciliation, tu vois, qu'au lieu d'une réconciliation, t'es la guerre civile. Et ben, t'as plein de chrétiens qui seraient vraiment tristes de voir ces tensions avec leurs frères musulmans et vice-versa. Donc il y a une grande tristesse des peuples d'être en conflit malgré eux euh, dans dans des enjeux qu'ils maîtrisent même pas en plus. Et Ouais. puis, tu as tout le mal-être à côté, quoi. C'est-à-dire que les Ukrainiens, il y a des galères au niveau thunes. Il n'y a plus de travail à Kiev. Il n'y a plus de boulot. J'ai plein de potes qui sont en galère de thunes totale à Kiev. J'ai beaucoup d'amis à Kiev. Je voyage souvent là-bas. Là. Depuis 4 ans, je suis allé 4 fois, je crois. Et, et, ouais, il y a eu des problèmes financiers. Il n'y a plus de travail, les trucs valent plus cher qu'avant. C'est la merde. Par contre, il y a quelques bonnes nouvelles. Mes potes qui sont à Kiev, qui me disent que les conflits sont arrêtés il n'y a pas longtemps là-bas, me disent que dans la rue, il y a une très bonne humeur. Tu sais, comme la pluie qui vient, le beau temps qui vient après la pluie, ils sont dans une sorte d'euphorie collective du fait que les sortes de strikes, ce qu'ils appellent les strikes, je sais pas comment dire, genre des manifs violentes, quoi, elles ont cessé. Donc ils font la fête tout le temps. Et je leur disais, putain, vous faites la fête alors que vous n'avez pas une thune pour bouffer. Ils disaient, ouais, non, on fait la fête comme ça, à l'arrache. Mais ils font la fête. Donc en ce moment, ils font la fête à Kiev. Enfin, j'étais avec deux Ukrainiens hier qui revenaient de Kiev et qui me disaient ils font la fête tout le temps, ils n'ont pas une Et ils sont au thune. courant que le gouvernement il attaque les autres villes, il y a des morts partout. Enfin, c'est. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont complètement inconscients. Ah ouais, Ils captent pas ce qui se passe. Non, non, vraiment, hein, non, non. Euh, C'est-à-dire, au moment où ils se tapaient sur la gueule et que j'envoyais des messages à mes potes ukrainiens et qui me répondaient, je comprenais qu'ils ne comprenaient rien. Et aujourd'hui, qu'ils me disent là, on fait la fête à Kiev, je comprends qu'ils comprennent toujours rien. Bon, je préfère qu'ils fassent la fête sans comprendre pourquoi plutôt qu'ils s'entretuent sans comprendre pourquoi, hein. Mais je le redis, le niveau de compréhension est pas là et je le comprends. Il n'y a personne pour répandre une information crédible et sourcée. ouais. Ils ont des trucs de propagande de partout, quoi. T'as personne qui fait le travail d'information. Ouais, bah ça, c'est un sacré boulot. Justement, on me demande où est-ce qu'en est la Russie un peu au niveau social? Est-ce que c'est toi qui as connu ça depuis plusieurs années, tu vois une évolution vraiment? Je comprends même pas ta question, c'est-à-dire au Bah, niveau. au niveau social, c'est-à-dire que si tu veux, est-ce qu'on voit que le niveau de vie progresse, quoi, vraiment, quoi, tu vois, pour les Russes, quoi. Ça se passe mieux. Ça, je m'en rends pas compte. Je me fie à ma femme sur l'évolution et elle me parle pas de l'évolution du pouvoir d'achat ou ce genre de truc. Euh, Il y a un truc, tout est plus cher depuis un an en Russie. Les prix ont vachement augmenté cette année. Je sais pas pourquoi, mais à Saint-Pétersbourg et à Moscou, les prix ont augmenté, certitude. La vraie évolution, c'est dans le savoir-vivre des gens. La courtoisie a augmenté. Donc ça clairement, les gens sont plus sympas qu'avant. Il y a plus d'infrastructures dans la rue, tu sais, des belles fontaines, des beaux parcs. La Russie a investi pas mal de choses pour améliorer la qualité de vie des Russes. Et les gens sont contents, les gens l'apprécient, quoi. Les parcs sont pleins de vie, sont pleins de jeunes plutôt positifs.
et aussi beaucoup moins de racailles qu'avant. Les racailles en Russie, ils sont appelés les gopniks. Donc voilà, les gopniks, c'est les racailles russes. Et par rapport à il y a 10 ans, par exemple, il y en a vachement moins. Mais genre, il y en a presque plus. C'est comme si, tu sais, de même, les racailles françaises s'évaporaient, ou alors trouver du travail. T'as plein d'anciens gopniks qui maintenant bossent. Bon, et la plupart du temps, ils font des boulots de merde, c'est clair, mais au moins ils bossent. Tu les vois dans les métros à vendre des trucs, à faire des petits business. Mais ils se démerdent, ça bosse quoi. Mais en même temps, de ce que j'ai compris, euh, je vais pas ramener les gopniks à l'immigration, tu vois, ça serait un peu facile. Mais il y a des pressions, c'est-à-dire que la France, elle est assez tendre, on va dire, avec ces populations marginales, ces populations sans papier, ou ces populations qui font un peu de la merde. Elle est un peu tendre avec ses racailles, peut-être qu'on pourrait dire ça, je sais même pas. Mais en Russie, pas du tout. C'est-à-dire qu'un mec qui fout la merde et qui a passé même un mec qui a passé papier en Russie, il se fait virer manu militari quoi. Des fois à Moscou, il y a des vagues, ils virent plein de mecs sans papier comme ça d'un coup. Il peut y en avoir 10 000 qui se font virer dans la semaine. Donc il y a une pression que la population a ici qu'elle n'aurait pas en France. Alors est-ce que cette pression fait que des types qui faisaient que emmerder le monde et pas bosser se sont mis à bosser? Est-ce que ça vient de là? J'en sais rien. En tout cas, on peut imaginer un lien, quoi. Ouais, d'accord. Ils ne Est-ce comptent que. pas sur le Ouais, fait, ils ont plus peur de se prendre des coups de matraque dans la gueule et de se faire jeter du pays, quoi. d'accord. C'est plus le bâton que la carotte, hein, clairement. Mais bon, après, il va savoir si c'est ça qui marche. En tout cas, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Même niveau, voilà, justement, sécurité, ça se passe bien à Saint-Pétersbourg. C'est une ville sûre. Ah ouais, grave. Ouais, on se fait emmerder. Même tard la nuit, t'as des très très jolies nanas qui marchent dans la rue et qui se font pas spécialement emmerder. Beaucoup moins qu'en France. Les Ouais. mêmes nanas, quand les copines russes, quand elles viennent en France, elles me disent qu'ici, les mecs sont lourds, quoi. Elles se font accoster plus lourdement en France qu'en Russie. Ouais, d'accord. Ouais. Bah, bon, les Français sont plus chacal dans la mentalité. Ah ouais, grave, grave. On me demande d'ailleurs, oui, euh, est-ce que, oui, par rapport à la mafia russe, est-ce que c'est visible? Parce que cette fameuse mafia russe qu'on nous a présentée comme ayant un peu pris le pouvoir après les années 90, est-ce qu'aujourd'hui elle a plus disparu ou elle est encore visible? Ah, j'en sais rien. À mon avis, ils bossent, les mecs. Ils ont autre chose à foutre Ouais, qu'à être dans la rue à glander, et à montrer leur gueule avec des costards old school et des bagnoles old school. Non, j'en sais rien. La mafia, elle travaille, hein. C'est juste Pour moi, la mafia, c'est juste des business alternatifs qui sont pas officiellement part du gouvernement, quoi. Et j'en sais rien. Je suis pas connecté à la mafia russe. ouais, clair. En Ouais, Inde, oh, je voyais un petit peu ce que c'était la mafia russe en Inde parce qu'ils contrôlaient des restaurants, ce genre de trucs, et je faisais des spectacles dans leur restaurant. Et ça se passait bien, quoi. J'ai jamais eu le moindre problème avec eux. Je me souviens des trucs de mafia russe qui se battaient avec des groupes indiens. C'était violent, tu vois, à coups de machette, ils se coupaient des têtes et tout. Donc, c'est super. carrément. Vraiment, vraiment sur les plages indiennes, entre la mafia russe et les Indiens locaux de Goa, parce que les Indiens de Goa, c'est des guerriers un peu. C'est des pêcheurs, des guerriers, ils se laissent pas emmerder. Donc, il y a un peu des conflits ethniques, quoi. Mais ici en Russie, la mafia russe, elle est sûrement dans des bureaux, elle fait son travail, j'en sais rien, je les connais pas, je sais pas ce qu'ils foutent. Aucune idée. Et d'ailleurs, on nous dit, ouais, au niveau du climat, c'est vrai, ça va, c'est pas trop froid. Parce que ça aussi, on a l'habitude. Alors regarde, je sais pas si tu vois dehors, il fait encore un peu jour. Ouais, ouais, ouais. Et il est Et tard. il est minuit moins 10. Ah ouais, Minuit moins 10 et il fait encore jour dehors. C'est ce qu'on appelle les nuits blanches à Saint-Pétersbourg qui vont arriver là. Il fait jour toute la nuit. d'accord. Le soleil se couche pas. Et c'est super joli. Ah, c'est Euh, complètement incroyable, ça, ouais, d'accord. c'est un truc de dingue. Donc en gros, ils se baladent sur le canal dans des bateaux toute la nuit en faisant la fête. Donc ils font la fête super tard, tu vois, vu que le soleil se couche pas. Et ben, c'est bonne ambiance. Alors au niveau météo, on y- pour ceux qui sont déjà allés à Londres, en Angleterre, c'est un peu la même météo pisseuse. Donc il pleut tout le temps. Et il fait super froid. C'est comme Londres en plus froid. Donc il pleut tout le temps. Vraiment, hein, il pleut super souvent. Des fois, il pleut un mois d'affilée et on se les gèle grave. Tu vois, il fait froid.
Bah, c'est la Russie, hein. L'hiver, ça tombe à -20, -25. D'accord. Ça peut être... Cet hiver, il a fait moins froid, hein. J'étais là cet hiver, c'était juste du -10, donc au maximum -5, tu vois, donc pas trop froid. Donc c'était cool. Puis il peut y avoir beaucoup de neige aussi. Il y a des trucs un peu extrêmes. Et en été, il fait super beau. Là, il faisait 20 aujourd'hui. Et l'été en Russie, vu que les gens, ils ont eu tellement froid l'hiver, ils sont super contents. Tu vois, les gens, ils sourient juste parce qu'il y a du soleil. Ils sont trop heureux d'avoir du soleil. Donc c'est D'accord. agréable. L'été en Russie, tu sens qu'ils apprécient les mecs. Que de l'été, le temps est compté. Là, il y en a juste 2 mois et qu'ils vont l'apprécier. Je vais le faire. D'ailleurs, on me demande si les médias russes, ouais, en ce moment, ils sont tous aussi à parler de la Coupe du Monde ou alors non, ça les... Alors, bon, déjà que je regarde pas la télé en France. En Alors Russie, encore moins en Russie. Ouais. et puis j'ai un niveau de russe lamentable. Je comprendrai rien. Je vois pas trop les gens parler de la Coupe du Monde ici. J'ai vu aucun panneau. Je vois personne en parler. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent pas mal. Enfin, Ouais, voilà. Ouais. Ouais. je me tape un peu des allumes, mais par rapport à la France, ça les intéresse vachement moins, j'ai l'impression. Bon, bah, d'accord. Et on me demande aussi, ah oui, est-ce que tu peux parler un peu de quelle place occupent les sports de combat pour toi, en particulier le kung-fu? Bah, par rapport à mon spectacle, c'est le vocabulaire que j'utilise à la base dans mon spectacle. Mhm. J'ai fait du spectacle de kung-fu pendant 15 ans. J'ai un tout Ouais, petit niveau en kung-fu. C'est-à-dire j'ai fait 6 mois de kung-fu dans ma vie. Mais j'étais avec un mec super fort et je le suivais du soir au matin, c'était mon sensei, quoi. Donc en 6 mois, il m'a beaucoup appris. Et ensuite, je l'ai amené avec moi dans la rue, on a fait du spectacle de rue ensemble. Puis après, j'ai continué tout seul. Et ma technique, c'est de faire croire à tout le monde que je suis super fort. En fait, je suis nul. Je suis un bon danseur. Je suis un bon danseur qui fait des mouvements de kung-fu. Donc les gens vont croire que je suis fort parce que mes mouvements sont beaux. Ou que je fais du maniement d'armes aussi. Et je manie bien les armes. Donc ils vont croire que je suis très fort. Et en fait, rien du tout, c'est la danse. Donc je suis ouais, un bon showman. Je fais croire, c'est du bluff, quoi. Et le kung fu, je trouve ça très beau. Enfin, tu as différentes formes de kung fu, mais notamment le wushu ou les formes de Shaolin, les animaux, donc l'aigle, le tigre. Ce qu'on voit dans les films de kung fu, en fait, dans tous les Jackie Chan, dans les films de Jet Li, toutes ces formes, c'est les formes des animaux de Shaolin. Et je trouve ça extrêmement esthétique, comme de la danse classique, tu vois, je trouve ça gracieux, beau. Ils sautent super haut en l'air, ils atterrissent super bas. Le maniement des armes, les acrobaties. Donc moi, c'est l'aspect esthétique qui me plaît. Et après, d'accord. la boxe anglaise, je m'y intéresse un peu en ce moment. Et j'adore la finesse. Tu vois, la finesse des esquives, la finesse des positions de garde, de frappe, les poids de corps, les déplacements, euh, et les gestions de distance, hein, l'intelligence de la boxe. Je trouve ça super intelligent comme sport, la boxe. Donc j'ai beaucoup de respect pour les boxeurs. D'accord. Ouais. Alors, il y a pas mal de... Avec notre argent pour programmer des spectacles de merde la plupart du temps, clairement, hein. C'est-à-dire qu'ils programment leurs potes. Ils programment pas ce que les gens qui ont payé, donc toi et moi, tu vois, on veut voir des bons spectacles. Non, avec cet argent-là, des impôts, ils programment leurs potes. Donc ces mecs-là, là, c'est ces gens qui, pour moi, sont, il y a un terme, bon, ils sont pas à leur place. Mais bref, ils se disaient, si le FN passe, j'annule le festival, ou on arrête, ou on va le faire ailleurs, j'en sais rien. Et puis le FN est passé aux européennes, et évidemment, ils ont continué. Je sais pas si c'était par rapport aux européennes d'ailleurs, ou si c'était autre Ouais, chose. Mais bref, ils menaçaient d'annuler, ils ont rien annulé du tout, le festival a ouais. lieu. Ouais. Ouais, donc ça, c'est encore des menaces un petit peu dans le vent, Ah, quoi. mais en fait, c'est du suçage de bite gratuit. Non, non, mais c'est ça, vraiment, c'est genre du larbinage, quoi. On va lécher les dominants, faire bonne figure au moment où on ne nous le demande pas. C'est prendre la parole à un moment où tu devrais la fermer pour lécher, quoi.
c'est vraiment de la bassesse pure. D'accord. Enfin, à Et, mes yeux, hein. ouais, bah ouais, 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 bien sûr. En tout cas, Alors, gros bisous à sa sainteté, la Sainte Quenelle, qui allait faire tous les diocèses d'Avignon. Tu sais, il a marché dans les diocèses d'Avignon pour leur demander s'ils pouvaient m'accueillir, si je pouvais planter mon jardin dans une tente, ma tente dans un jardin. ouais. Donc, c'est-à-dire, moi, ça m'aurait fait rêver. J'aurais été super content dans le jardin d'une église ou d'un diocèse pour aller faire du spectacle dissident dans les rues d'Avignon. C'est d'être un peu à la maison, quoi, dans ma famille chrétienne, on va dire. Je suis issu d'une famille chrétienne. Ouais, d'accord. On nous demande d'ailleurs si tu es catholique ou orthodoxe, c'est vrai. Euh, je suis rien du tout, en fait. Ma famille est chrétienne, mais très pratiquante. Ma mère, elle jouait de la guitare à l'église pendant des années et des années. Ma grand-mère, elle bosse encore dans une église. C'est une paroissienne très active, on va dire, dans son réseau. Moi, j'allais à la messe quand j'étais petit, puis après, j'ai arrêté d'y aller. Et aujourd'hui, je m'intéresse à mes racines. Je m'intéresse aussi à l'identité chrétienne ou au message du Christ. En fait, j'aime beaucoup le message du Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est le message principal que je retiens, que je valide. Et puis, en général, le Christ, c'est un personnage qui m'inspire beaucoup. Je trouve que c'est un personnage ouais, hallucinant. C'est peut-être le personnage le plus charismatique qu'il y ait jamais eu, quoi. Ouais. À un sens, hein. Au niveau des histoires, au niveau du message qui véhicule. Donc voilà, très attaché à mes racines chrétiennes, sans pour autant. Enfin voilà, le truc c'est que j'ai pas la foi. J'ai malheureusement pas la foi. Ça m'arrivera peut-être un jour, je l'espère. Je suis pas fataliste. J'espère que je serai touché par la foi. Aujourd'hui, je vais pas la simuler, mais du respect pour le message chrétien, quoi, le message d'amour chrétien. Après les détails, je suis pas trop dans. Je suis pas trop. J'ai pas les mœurs chrétiennes. J'ai pas l'éducation au quotidien. Tu sais tous les rituels, tout ça, quoi. Je les sais pas. Mais On je te- prends plaisir à revoir des films bah, sur Jésus. Là, j'ai des potes qui m'ont envoyé des films. Genre, j'ai revu l'Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini ouais. il n'y a pas longtemps. Et excellent, quoi. Super film. Donc, j'encourage tout le monde. L'Évangile selon Saint Matthieu. Et grosse dédicace à Boris qui m'a envoyé le lien pour que je le regarde. Même au niveau cinéma, c'est un super film. C'est que des répliques de dingue. À chaque fois que Jésus il ouvre la bouche dans le film, pouah, il envoie des trucs, mais je veux dire, même si on n'est pas croyant, le mec, il te fait réfléchir un mois juste avec une phrase. Et non, c'est fort, c'est super fort. Ouais. Alors, on me demande si t'es pas pratiquant du tantra. Assez peu, euh, à petit niveau. C'est qui demande ça et pourquoi d'ailleurs? Momo pistache. Pistache, ok, ouais, je vois. Ok, Ah, ok. Non, d'accord. mais Momo Pistache, c'est un pote de R, un super pote. Je t'envoie la bise. Un type qui déchire au niveau réseau. C'est-à-dire que ce mec-là met en contact plein de gens par sa joie de vivre et il fait du super travail. Il met en lien les gens humainement, il les fait se rencontrer. Pas que ça, hein, il fait d'autres choses. Mais bon, grosse dédicace à Momo. Et pour le tantra, euh, il dit ça, donc le tantra, ce sont des exercices de travaux sur les énergies, notamment des énergies sexuelles, qui sont des énergies créatrices. Donc forcément, quand on est dans le spectacle ou dans la création, on s'intéresse à l'énergie, enfin pas forcément, tu vois, mais moi j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'énergie créatrice, et c'est un sujet passionnant. Le tantra, c'est une approche indienne. Je me suis cultivé du côté chinois. Donc l'approche chinoise, c'est le taoïsme sexuel. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Donc c'est des exercices de travaux énergétiques sexuels qui peuvent en gros permettre déjà de gérer son inspiration, d'être plus créatif, d'être plus Ouais. inspiré. Donc quand tu dois écrire des histoires, tu vois, c'est mieux d'avoir de l'inspiration quand même. Donc le fait d'avoir des outils pour stimuler l'inspiration, c'est intéressant. Pour ceux qui se demandent quel est le lien entre l'énergie sexuelle et l'énergie créatrice, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, hein. Avec l'énergie sexuelle, on crée des bébés, on crée la vie. Et si on ne fait pas d'enfants, si on n'a pas un projet de parentalité, on peut avoir d'autres créations. On peut avoir des créations artistiques, on peut faire des créations de toutes sortes en fait.
Et bref, donc il y a des travaux pour stimuler cette énergie créatrice. Ça peut aider à avoir l'inspiration, ça peut aider à réguler des tensions. Genre, tu vois, quand on a des grosses émotions, on peut avoir une boule un peu coincée dans le thorax, dans la gorge, et des maux de tête, dans les épaules. Il y a des exercices, en fait, pour déplacer ces tensions, les disperser dans le corps et même les évacuer, les sortir du corps. Au final, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mal à la tête ou une boule de tension, tu sais, un nœud dans le ventre ou dans le plexus, au lieu d'avoir ce mal-être, tu peux redynamiser ton corps. Tu vois, donc, au lieu d'être en souffrance, tu peux d'un coup te sentir en forme, avoir la patate. Ce qui est quand même super utile. Et j'invite ceux que ça intéresse à lire Mantak Chiak. C'est un chinois. Et les mecs, les chinois, ils ont cherché 2000 ans là-dessus. Donc c'est du sérieux, quoi. C'est des moines. Donc c'est pas un truc de partouzeur ou j'en sais rien. C'est des moines chinois qui cherchaient sur l'énergie créatrice et qui ont fait du super travail. Donc c'est un sujet passionnant. J'invite ceux qui ne connaissent pas à lire le taoïsme sexuel. Je trouve ça plus abordable que le tantra. Tantra, j'ai l'impression que c'est plus abordable pour les filles. On va savoir pourquoi. Mais l'approche chinoise, je la trouve plus facile pour les mecs. Alors, il y a Momo Pistache qui a envoyé une photo, mais bon, je sais pas ce que c'est comme photo. Où il dit oui, si tu n'es pas sataniste, comment expliques-tu cette photo? Et il a envoyé une photo. Alors, je ne sais pas c'est quoi la photo. Je n'arrive pas à la Si connecter. tu es pas sataniste, comment je fais ça? Moi, il a envoyé une photo qui correspond, mais moi, j'ai pas accès à la photo parce que je sais pas le truc, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, J'arrive je pas à sais pas ce que c'est. Bah, il a échoué pour nous troller, quoi. Pas de chance, mon. Ah ouais, c'est ça. Il est venu te troller en direct alors. Ouais, non, carrément. Il a dû trouver dans les archives une image de quand j'étais stripteaseur en boîte gay ou un truc comme ça, tu vois. Et là, il essaye de me foutre la honte devant tout le monde. Ouais, ça a foiré la prochaine fois. Mais Momo, en plus, c'est un vicieux parce qu'il monte pas sa gueule. Tu sais, sur Facebook, il se cache et tout. Euh, il dit que s'il veut rester un homme de l'ombre, je sais pas quoi. Ouais, j'ai même pas de photo de lui à balancer, mais j'en trouverai, quoi. Je me vengerai. Bah, parce qu'on me dit, bah, de toute façon, on va faire une petite pause et justement, je vais garder les questions pour après, puisque ça, c'est l'heure de la pause. Donc, ok, bah justement, comme ça, bah, on va passer des petites vidéos à toi, ça tombe bien. Et puis, on revient bah, juste après. Alors, je sais pas s'il faut faire le basculement. Oui, Ah mec, ok. écoute, je t'envoie en lien la vidéo du striptease en boîte gay, comme ça tu la passes en boucle pendant la pause, ça va animer, ça va faire venir de l'audimat. C'est pour Momo, quoi, c'est pour Momo. Non, je te laisse avec les vidéos. Non, mais il n'y a pas de souci, envoie-nous. Non, bah, écoute, je te dis à tout à l'heure en tout cas. À tout de suite, je vais me faire à manger, je reviens. J'ai le temps de Voilà, prendre une bah, douche? vas-y. Oui, Combien de oui, une temps? petite douche, t'as le temps. Combien de Alors, temps un j'ai? quart d'heure à peu près, un bon quart d'heure. Gros bisous à tous ceux qui sont là. Je vous dis à tout à l'heure, le temps de manger un truc, prendre une douche. À tout de suite, bisous. Ouais, à tout de suite. Ciao. Connu, avec beaucoup égalité-réconciliation, tu peux nous parler un peu de tes rapports avec eux? Ouais, complètement. Et c'est pas évident. Et j'avais préparé tout un tas de trucs pour ton émission. Genre, j'ai 20 pages de trucs que j'ai préparés pour toi, comme un petit élève sérieux. Et en fait, tu as tellement de questions que j'ai pas eu le temps d'en placer une. Donc, j'essaierai tout à l'heure de placer ce que Ah j'ai bah amené, vas-y, bien sûr. Ouais. qui peut être intéressant aussi. Euh, bon, je vais quand même répondre à ta question. Mes liens avec l'égalité-réconciliation, j'en parle un peu dans une vidéo. Ça a commencé avec Diodo. Je suis passionné par le one-man show, donc je regardais les spectacles du patron. En fait, je les ai regardés en boucle, je les connais par cœur quasiment. Et puis, je regarde ses films aussi. Un jour, dans un de ses films, j'ai vu un personnage, c'était un personnage joué par Soral, dans le film L'Antisémite. Je sais pas si tu vois le personnage qui est joué par Soral, une sorte de Oui. chef de production israélien, un taré, quoi. Et je dis, ah putain, ce mec est génial, il est trop drôle. Et, et un culte que je suis, je croyais que c'était un acteur ou que c'était un comédien, je croyais que c'était un humoriste, sans déconner. Je pensais que c'était un. Et je le trouvais drôle, quoi. J'étais là, ce mec est trop drôle, il a vraiment un humour crasseux, vraiment humour noir, pire que Diodo, quoi. Je veux le trouver. Et je suis tombé sur les vidéos du mois. Donc, t'imagines le niveau de naïveté, quoi. Et je regarde les vidéos du mois, j'hallucine. Ça m'a plu tout de suite. Je me suis senti très connecté humainement avec Soral, en fait. La saveur que dégageait ce mec faisait que je le reconnaissais comme un frère. J'avais l'impression de voir un type qui avait ma sensibilité.
Alors, en plus de ma sensibilité, lui, il a l'analyse que j'ai pas. Il a fait le travail de recherche et le travail d'analyse que j'ai jamais fait. Je suis pas un analyste, mais sa sensibilité par rapport au monde est assez proche de la mienne. Son rejet du système, qui m'a l'air assez viscéral et assez proche du mien. Quand j'étais encore dans le système, c'est-à-dire moi j'étais à l'école, comme tous les gamins, quoi. La manière dont ça me rendait fou et la manière dont je me rebellais contre le système scolaire était assez proche de la manière dont Soral se rebelle. J'étais contre tout le monde, j'étais contre les élèves, contre les profs, contre les administrateurs. Je rejetais tout le monde en bloc, je devenais fou. Et puis après, quand j'ai travaillé dans des trucs un petit peu système aussi, genre j'étais vendeur à Darty, on était toute une équipe de vendeurs. Pareil, je suis devenu dingue assez rapidement. J'avais du mal avec le fait de rentrer dans la norme, de collaborer avec des systèmes marchands ou des systèmes d'éducation nationaux. Ça, j'ai pas réussi. Et donc, Soral, dans sa manière de s'exprimer, avant même de comprendre son analyse, je sentais d'instinct que c'était un frère ou vu la différence générationnelle, plutôt un père. Donc je voyais l'image paternelle spirituelle. Donc je le vois comme un père spirituel, Soral, d'instinct quoi. Et après en comprenant son discours avec le temps et avec l'étude, je valide. Puis il y a eu la rencontre avec le réseau. Au début, on rencontre Soral sur des vidéos, on poste des commentaires sur Internet, voilà, on est content, on commence à se dire qu'on est un dissident. J'ai mis 6 mois à rencontrer le réseau, et là, c'était un deuxième choc. J'ai rencontré des humains, tu vois, des gens, tu leur serres la main, tu les vois, tu leur parles, et putain, c'est génial, la fraternité, quoi, des potes. Donc j'ai rencontré des potes partout en France. Et on arrive à ce que j'ai préparé. Tu vois, nickel. Je fais une super transition tout seul, quoi. Donc, j'enchaîne. Ma transition, c'est une grosse dédicace parce que pendant le petit break, là, pendant la pause, j'ai reçu plein de messages d'insultes, genre espèce de sale traite, tu nous as pas fait de dédicace. Bon, Ah, j'imagine que d'accord. c'est un truc classique à ton émission pendant la pause, on se fait appeler par les potes. Donc, les dédicaces, forcément, les sections d'égalité et réconciliation que je connais, donc ceux de Paris, Aix-en-Provence, c'est ma section. Donc gros bisous aux copains. C'était eux qui venaient me soutenir quand je faisais du spectacle de rue cet hiver. Tu vois, quand je me les gelais, que j'étais un peu tout seul, ils venaient, ils m'aidaient à créer le cercle, ils m'offraient une bière à la fin. Enfin, tu vois, ils étaient là. Et ça m'était jamais arrivé. Moi, ça fait 15 ans que je fais du spectacle de rue. Normalement, tu es seul dans la rue. Là, j'arrivais, tu avais des camarades en soutien. T'imagines pas la chaleur, tu vois, le plaisir que c'est. Donc, la section aussi d'égalité et réconciliation de Marseille, qui est très active et qui est très sensible aux dédicaces. Tu as eu une interview il n'y a pas longtemps avec un mec de Marseille, hein, Ouais, qui, bien sûr, avec Émile. On lui ouais, passe le bonjour. une grosse dédicace à Emile qui m'a fait une interview aussi il n'y a pas longtemps, un super gars. Dédicace à qui d'autre? La section d'Avignon, j'ai des copains là-bas. Dédicace évidemment à toutes les sections de France. Dédicace à l'Action française, qui ont été Ah, bah, super. parle-nous un peu de l'action française. T'es intervenu en plus chez eux, c'est ça? Euh, Intervenu, pas vraiment. Ils ont organisé la conférence de Marion Sigaud qui a eu à Aix-en-Provence il n'y a pas longtemps. Ouais. Et voilà le niveau d'implication des gars. C'est des petits jeunes. Ils sont plus jeunes que moi, hein. Ils ont la vingtaine. Pour te dire le niveau d'implication, ils ont payé, tu vois, de leur propre poche. Ils n'ont pas trop de sous. Ils ont mis leurs sous pour louer une salle. Et ils étaient en galère. Moi, je recevais des textos collectifs qui s'envoyaient entre eux où ils étaient là, allez les gars, il faut lâcher de la thune, là, il faut louer une salle pour Marion. Et c'est eux qui mettaient leur thune, tu vois, pour louer une salle pour Marion. Marion, je pense qu'elle savait même pas, tu vois, comment est-ce que eux ils se saignaient pour tout faire pour la recevoir. Des gamins de 20 ans, tu sais, qu'imagine, qui se battent avec leurs petites économies pour recevoir une historienne. Donc il y a quand même de l'espoir dans la jeunesse, hein. Et qui ont tout fait, qui ont réussi, qui ont organisé la conf, ça a été un succès, donc ils sont revenus, tu vois, ils ont récupéré leur argent, enfin j'espère qu'ils ont récupéré, parce que c'est pas cher, tu vois, c'est 5 euros la conférence. Donc une fois que Marion elle a reçu un peu d'argent et que les gens sont rentrés, j'espère qu'ils sont remboursés pour louer la salle. Et en plus de ça, ils ont cuisiné eux-mêmes, ils ont fait des petits gâteaux, des cakes et des chips, ils nous ont fait des cocktails. Mais le niveau de gentillesse et de bienveillance de ces jeunes, donc c'est des jeunes très cathos, très traditionnels, qui attendent le retour du roi ou qui œuvrent pour le retour du roi. J'ai pas tout compris par manque de culture, mais des jeunes cultivés qui ont un goût pour l'histoire, qui ont un goût aussi pour le fait d'être ensemble et de parler ensemble de manière constructive, d'avoir de Ouais. vraies discussions pour faire des activités de plein air ensemble. Donc je fais de la boxe avec eux.
On s'est entraîné un petit peu à la boxe. Ouais. Donc voilà, beaucoup de respect pour eux. Je leur envoie une grosse dédicace, du respect pour leur travail. Ils sont là, quoi, ils font le travail. Et puis ceux qui font la sécurité, souvent dès qu'il y a des conférences, tu vois, pour égalité et réconciliation, combien de fois Action française a fait la sécurité? Et les mecs, on va les prendre pour des gros bras juste parce qu'ils font la sécurité, que dalle. C'est des mecs super cultivés. T'en as, c'est même des caricatures. J'entends, t'as un pote de l'Action française tous les dimanches, il va écouter la messe en latin. Donc tu vois le mec, ils aiment la lecture, c'est vraiment des gens cultivés. Mais ils cultivent leur corps aussi, enfin, bon esprit, quoi. Bon esprit, c'est pas des idiots, c'est pas des antifas qui peuvent taper, qui ont rien dans le crâne. Non, non, c'est des mecs cultivés qui réfléchissent, quoi. D'accord. Alors, on me demande si un jour tu vas retourner vivre dans ta caravane. Euh, Pas sûr. Pas sûr pour des niveaux de sécurité parce qu'une caravane, tu l'ouvres avec un pied. La porte, elle est en plastique. Et ça m'amène à ma transition. Tu vois, toujours, je suis dans mon truc hein, quand même. C'est-à-dire que ma transition, c'est une dédicace à ma maman qui est en train de nous regarder. Et la question de la caravane concerne ma maman. Donc, gros bisous, maman. Euh, je suis retourné vivre chez mes parents. Les rares moments où je suis en France, dans le sud de la France, parce que quand je suis en France, je voyage aussi. Je suis nomade, pas que à l'international. Des fois, genre, je vais faire le festival d'Avignon, je vais habiter à Avignon. Après, j'irai peut-être à Sarlat, qui est une ville médiévale. J'irai sûrement à Pernes-les-Fontaines, qui est une ville dans le sud de la France aussi, très belle ville. Donc, je voyage dans la France et les moments où je suis pas en spectacle, je voyage pas, je vis chez mes parents. Au début, un peu par nécessité, parce qu'une fois que je m'étais fait braquer la caravane, je me suis fait tout voler dans la caravane. On m'a volé mes ordinateurs, mes appareils vidéo, tout le bordel. Peut-être un rapport avec l'émission de Ruquier. J'étais passé dessus sur l'interview de Émile, justement. Enfin, pas très Ouais. intéressant tout ça. Mais bref, je suis retourné chez mes parents un peu par nécessité. Et au final, c'est un peu comme le fait de renouer avec mes traditions ou mes racines chrétiennes. Renouer avec mes parents, c'est super. C'est génial. C'est-à-dire que vivre avec ses parents par dépit quand on a 30 ans, c'est un peu pathétique. Mais vivre avec ses parents quelques mois par an, par choix, c'est génial. Tu sais, moi, je les voyais plus, mes parents. Je voyage tout le temps. Donc, il y a des fois, pendant 2 ans, mes parents, je les voyais une semaine en 2 ans, quoi. Et là, non, je passe quelques mois de l'année avec mes parents. Donc, je les vois quand je suis chez eux, je les vois tous les jours. Des fois, on mange ensemble. Euh, j'ai ma vie indépendante, quoi. Mais le fait de les croiser tous les jours pendant quelques périodes, c'est génial. J'apprécie. Donc, très content de vivre chez mes parents de nouveau. Et je voulais parler de ma mère par rapport à égalité et réconciliation. Je pense qu'on est plein de jeunes dans mon cas à essayer d'ouvrir les yeux de ses parents qui ont bouffé de la propagande télévisuelle pendant des années. Et tu vois, c'est lourd, quoi. Une nana ou un mec qui a bouffé 25 ans de télé, tu lui expliques que c'est que des mensonges, qu'il peut croire en aucun politicien, et tu l'incites à regarder Alain Soral, ça passe pas toujours, quoi. Donc mes parents, au début, ils avaient un œil un petit peu hostile sur la dissidence. Ma mère, elle adhérait pas à l'humour de Dieudonné, ça la faisait pas rire. Donc, j'essayais pas non plus de les convaincre, tu vois. Je faisais pas le mec sectaire, je m'en foutais, mais j'aurais bien aimé qu'ils comprennent. Et bien finalement, c'est grâce à Manuel Valls. Le jour où Explique. Manuel Valls, en 2 heures là, avec le Conseil d'État, a interdit un spectacle de Dieudonné, ma mère était folle de rage parce que elle se foutait que ça soit Dieudonné. Elle s'en foutait. Elle a juste des valeurs de base. Et, et avec des valeurs assez basiques quand même, tu n'interdis pas le spectacle d'un artiste en faisant intervenir des outils juridictionnels de cette manière. Ça se voit qu'il y a un dysfonctionnement juridique. Même quelqu'un inculte voit que c'est bizarre, quoi. Et limite, pour se venger et pour punir Manuel Valls, elle a regardé une vidéo de Dieudo et une vidéo de Soral. Et elle a bien aimé la vidéo de Soral. Tu une vidéo du mois quoi, de Soral qui dure plusieurs heures et elle a bien aimé, elle en a regardé d'autres et elle est devenue accro quoi. Ça y est. euh, C'est euh, marrant. le message que j'ai envie de passer, je sais pas si Manu tu nous regardes en ce moment, mais franchement, merci Manu, et c'est grâce à toi, tu sais, j'ai travaillé au corps ma mère pendant 6 mois, impossible de la corrompre, et toi avec une action, tu vois, un truc à la con, comme ça tu l'as mis de notre côté, franchement, merci Manu. Alors, voilà, il y a encore, t'imagines bien, il y a pas mal de questions. Il y en a qui te disent qu'ils te comprennent totalement.
Non, c'est Lazare voilà, qui dit qu'il a organisé une conférence pour Marion Sigaud en Vendée aussi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas, mais je le remercie. Je remercie tous les gens qui organisent des conférences. C'est des gros outils d'éducation, les conférences. Et je pense que c'est l'action principale à mener aujourd'hui, c'est une action d'éducation.